Ça me rappelle un peu ma vieille expérience d'enseignant à l'université de Lille 3, où souvent j'avais pas le micro et je criais à travers l'amphi quand même. Mais vous n'avez pas connu ça encore, chers étudiants, le fait d'avoir un prof dont vous vous demandez où il est parce qu'il n'est pas à son bureau, il est en train de tourner dans la salle et il vous surveille en même temps. Voilà. Donc j'ai le plaisir de vous accueillir sur le territoire dunkerquois. L'accueil a été fait pour ce qui est de l'université. J'ai écouté la présidente et je me disais finalement c'est légitime que ça se déroule à Dunkerque, cette deuxième édition. Merci à vous d'y être en tout cas. Merci à l'ensemble des représentants de l'E5T, donc l'ICITCO, le CERI, l'ULCO et l'EILCO. Je sais qu'un événement comme cela est une œuvre importante. Je vais essayer de vous apporter une petite contribution à vos travaux, que ce ne soit pas quand même qu'un discours politique. Ce serait dommage. Puis surtout, on n'a pas le droit en ce moment. Voilà. Mon premier propos, il est sur la question de Dunkerque. Dunkerque qui est un territoire au cœur des problématiques de transition. Pourquoi est-ce qu'on peut dire que Dunkerque est au cœur des problématiques de transition ? Eh bien, tout simplement parce que pour les Dunkerquois, et je prie mes camarades dunkerquois de m'excuser de dire souvent la même chose sur des sujets comme cela, mais pour mes camarades dunkerquois, et pour ceux qui ne le connaissent pas, rappelons-nous que Dunkerque, ça n'est jamais qu'un polder. C'est-à-dire c'est un terrain construit sur la mer. Ça veut dire qu'on a appris dans le temps et depuis très longtemps à maîtriser cet espace, mais on l'a appris parfois dans la douleur. Voilà. Et que ce dont je vais vous parler, qui est la période de la construction après-guerre, de la construction de notre industrie, eh bien, c'est quelque chose qui s'est fait dans une situation terrible. Pour ceux qui ont regardé la télé cette semaine, il y avait Dunkerque qui passait en prime time. Voilà. Mais cette époque-là, moi, je veux me souvenir d'un truc qu'on ne voit pas, évidemment, dans le film, mais qui est important, qui est plus de 80% de la ville détruite, son industrie par terre, son port par terre, et puis des troupes adverses qui, quand elles ont quitté le territoire, ont inondé le territoire. Et il a fallu 10 ans pour qu'on puisse réutiliser les champs dans les communes alentours du territoire dunkerquois, qui est aussi un territoire agricole, il ne faut pas l'oublier. Donc l'industrie, le climat, c'est des choses que nous sommes habitués à confronter sur le territoire dunkerquois, et plus que jamais aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que nous avons un territoire qui s'est développé essentiellement, on doit le dire, sur les énergies fossiles. Le développement de nos activités portuaires et industrielles, grosses entreprises énergivores, s'est fait en utilisant ces énergies fossiles. Ce qui veut dire que nous avons bénéficié d'un formidable développement au tournant du XXe siècle. Mais nous avons aujourd'hui la facture à payer de ce qui s'est passé. Et si nous voulons que ce territoire fort de ses 200 000 habitants continue à être un territoire dynamique, il nous faut non seulement participer à payer cette facture, mais aussi convertir notre énergie sur le territoire pour faire en sorte que nous travaillions mieux et plus proprement. C'est un territoire, donc le Dunkerquois, qui a tiré bénéfice de cette situation. Il l'a payé. Il l'a payé, vous vous en souvenez, par la question des crises économiques, les fermetures de grands sites industriels, la fermeture des chantiers navals, qui a été quelque chose de très très invasif sur le territoire. Mais pas que. Aussi sur le plan de la santé, rappelons que sur le territoire dunkerquois, nous sommes largement confrontés à des problèmes sanitaires, l'amiante notamment. Nous avons une population qui a une durée de vie, pardon de vous manger la matinée comme cela avec des choses un peu tristes, mais quand même. Voilà, nous avons à régler des problématiques comme cela et ça engage à la fois la collectivité et les industriels. Cette histoire, elle est faite d'opportunités et de contraintes. Aujourd'hui, l'équation que nous avons devant les yeux, elle comporte en gros 4 paramètres. Il y a la question de l'activité sur le territoire. Il s'agit de la maintenir et de la développer. Premier sujet. À mettre en perspective avec la question de la création de richesses, évidemment. La création de richesses sur le territoire au travers de nos grands outils, qu'ils soient des outils industriels ou qu'ils soient les outils portuaires, s'accompagne d'une économie résidentielle, tertiaire, qui permet de faire tourner tout cela. La redistribution de richesses sur le territoire, qui est donc un enjeu qui rentre dans mon équation. Il y a évidemment maintenant le respect de l'environnement. Nous avons des faisceaux,
je ne vous ferai pas l'affront de vous rappeler lesquels, mais nous avons des contraintes réglementaires extrêmement fortes et nous avons des obligations. Et nous avons aussi, surtout, un marché concurrentiel qui fait que nous devons accompagner nos entreprises et nos outils industriels sur le territoire pour faire en sorte que la solution la plus simple ne soit pas de dire simplement on ferme l'outil et on va l'ouvrir dans un endroit où on ne nous embête pas. Voilà. Donc, on est obligé de penser nos outils sur le territoire et notre développement concerté sur le territoire comme ce que nous appelons aujourd'hui un démonstrateur, c'est-à-dire un endroit dans lequel on fera de l'écologie industrielle et dans lequel on participera à l'amélioration de l'outil industriel sur d'autres territoires qui n'ont peut-être pas les mêmes contraintes, mais qui y viendront demain matin. Ça, c'est un enjeu fort, c'est le troisième paramètre de mon équation. Et puis le quatrième paramètre, évidemment, c'est la question du bien-être des populations et des personnes sur le territoire. Figurez-vous qu'on pourrait presque dire de façon extrêmement simpliste que pendant toute une époque, on ne se posait pas la question, Madame la Présidente l'a dit, parce qu'on ne savait pas, tout simplement. Et puis aussi, on était bien tranquille parce que l'entreprise, l'industrie, les grandes entreprises, c'était de l'emploi en grande quantité. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Ce sont des outils à process qui amènent certes de la valeur ajoutée sur le territoire, mais qui ne recrutent plus les quantités de public qu'ils recrutaient par le passé. Il convient donc de créer un écosystème, c'est aussi un enjeu pour nous, favorable, qui permette à ce que ces outils puissent se déployer convenablement et qui fasse en sorte que, dans le cadre du déploiement de ces outils, il y ait une économie résidentielle, je le disais tout à l'heure, qui se développe autour et qui favorise l'émergence complète du territoire et pas seulement quelques outils. L'économie circulaire, c'est aussi ça. C'est des outils qui travaillent entre eux, c'est le cas de nos industries. C'est des outils qui abondent sur le territoire et pas simplement au travers du public, au travers de la façon dont ils procèdent au développement du territoire dans sa globalité. Les 4 paramètres de cette équation, ça dit une chose pour le territoire, et nous y sommes très attachés, c'est de faire en sorte que nous ne soyons pas dans une reconversion subie, mais bien dans une reconversion accompagnée, je dirais même dominée, maîtrisée. C'est un énorme enjeu pour nous. Je vous ai dit tout à l'heure, la vision dans laquelle nous sommes projetés, c'est de faire en sorte que notre territoire soit aussi un territoire démonstrateur. Nous y sommes. Il s'agit sur le territoire dunkerquois de soutenir les filières énergétiques d'avenir et de renforcer l'écologie industrielle, thème central de notre activité à côté des activités portuaires, des énergéticiens et des entreprises industrielles. Il y a l'éolien offshore, pour mémoire, 500 MW, 70 km² qui vont être occupés sur notre côte et sur lesquels nous allons entrer en dialogue dans peu de temps. Outil important parce qu'un territoire qui mobilise des industries consommatrices d'énergie se doit à la fois de travailler à sa conversion et d'assurer à ces entreprises le fait qu'elles puissent continuer à avoir ces outils, ces modalités à côté d'eux. Cette transition est donc essentielle et ces outils sont essentiels pour notre territoire. Il y a aussi le développement de l'hydrogène. Lors de ma première intervention, je vous en avais déjà touché un mot l'an dernier, pour vous rappeler que le projet GRID, qui est le démonstrateur Power to Gas, a 2 applications en cours sur le territoire. L'une autour de la mobilité, c'est les stations de bus qui sont adaptées pour pouvoir utiliser ce carburant. Et puis autour de l'habitat, puisque nous sommes dans une phase de raccordement des logements, d'une partie de logements du territoire, certes modeste pour le moment, mais quand même avec un réel intérêt de raccordement avec un mélange gaz-hydrogène. Il y a aussi le doublement du réseau de chaleur. C'est un sujet qui peut paraître anecdotique et qui est important. Le réseau de chaleur, c'est quoi? C'est les résidus chaleur fatale des industries qui est récupéré et qui est remis dans le réseau de chaleur, qui permet aujourd'hui de chauffer l'équivalent de 16 000 foyers et qui permet aussi d'alimenter, mine de rien, le centre hospitalier de Dunkerque et la nouvelle piscine Guilmer. Ce sont donc des outils qui ont vocation à faire en sorte que notre énergie soit bien utilisée, plus propre, et qu'elle serve à l'ensemble du territoire.
Vous êtes sur un territoire qui a eu la chance, quand il a participé, je vous en touchais un mot lors de mon intervention l'an dernier, qui a participé au grand concours national TIGA et qui s'est vu généreusement attribuer des moyens, qui est lauréat sur ce thème. Aujourd'hui, cela veut dire, c'est des chiffres qui me paraissent moi-même impressionnants chaque fois que je les vois, mais ils témoignent de quelque chose. Ça veut dire aujourd'hui que 288 millions d'euros vont être redirigés sur le territoire et vont permettre de lever des fonds sur des entreprises qui se sont engagées à mettre en place des opérations. Ça n'est pas que de l'argent public, il faut le redire, c'est aussi de l'argent privé d'entreprises qui vont adosser à ce financement public du financement en propre pour travailler à leur conversion. C'est un sujet extrêmement important. 15 thèmes de travail ont été retenus, 70 partenaires sont autour de la table, 70 partenaires, imaginez-vous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, autour de la table, nous avons des grands industriels, nous avons les collectivités, nous avons le port, nous avons tous les acteurs qui font sens sur ce territoire, qui ont travaillé sur ce projet, et il me semble que si ce projet est celui qui fait l'objet de la deuxième dotation au plan national, puisque la première dotation a été faite à une région, nous sommes la deuxième dotation sur le plan national, eh bien, c'est aussi la récompense de ce travail collectif, finalement, qui est marqué dans cette décision. Ce programme, il a un nom qui est très évocateur, il est important pour nous, vous le verrez beaucoup. Il s'appelle Dunkerque, l'énergie créative. Nous attendons quelques jours, quelques semaines encore pour enclencher véritablement les travaux sur la suite de cet appel à projet. Eh bien, ce programme, l'énergie créative, est quelque chose qui va structurer dans les années à venir, à la fois la relation avec les citoyens sur le territoire, mais aussi la relation avec l'ensemble des donneurs d'ordre industriels. Ces innovations en matière d'écologie industrielle et de transition énergétique n'auraient évidemment pas été possibles s'il n'y avait pas eu une prise de conscience collective, je l'ai dit, à la fois des acteurs économiques et du territoire, et il convient de marteler cette idée, parce que je pense que c'est une des premières fois où l'on va aussi loin dans cette démarche. Et je voudrais, puisque nous parlons dans cette journée de travail de la thématique des routes et des nouvelles routes, je voudrais adresser une mention particulière à notre partenaire, le Grand Port Maritime de Dunkerque, qui lui aussi est depuis de nombreuses années extrêmement actif dans cette démarche. Et pour cela, l'honorer sur deux actions qui ont été mises en place, qui sont extrêmement fortes de sens, je crois. La première sur la façon dont le GPMD apporte sa contribution à la réduction des pollutions atmosphériques, avec le développement du GNL. Aujourd'hui, et dans quelques jours, est construit, et dans quelques jours devrait être inaugurée une station d'avitaillement GNL sur le port, qui est branchée avec le terminal méthanier et qui permettra d'offrir des commodités pour beaucoup d'entreprises. Mais aussi, un sujet qui me tient particulièrement à cœur, puisque nous avons été les premiers sur le plan français, et mon camarade François dit c'est pas juste, on est les premiers puis on n'en parle pas assez. Alors je t'honore François en disant qu'on est les premiers et on en parle. Un sujet qui est particulièrement intéressant, qui est la question du branchement électrique, du branchement à quai des navires, qui permet de faire en sorte, mine de rien, que des navires qui, pendant leur temps de transfert de biens, de marchandises, leur temps d'escale, restaient auparavant sous les feux, on va dire, aujourd'hui, vont avoir une possibilité, l'ont depuis l'été dernier, ont la possibilité de bénéficier du branchement à quai électrique qui leur permet d'utiliser une énergie, allez, on va dire pas complètement tout à fait verte, mais quand même autre chose que la contribution à la pollution atmosphérique que nous connaissions. Nous sommes le premier territoire français à l'avoir fait. Européen, François, européen, donc correction étant apportée. Ça n'est pas qu'un symbole. Vous savez que dans des grands ports, on en parle pour les grands ports, mais aussi des ports comme Venise, par exemple, qui sont abondamment abîmés par les escales, la houle générée, mais aussi les pollutions. Eh bien,
cette démarche qui est mise en place, assurément, apporte à notre territoire des capacités et un positionnement concurrentiel supplémentaire et qui est particulièrement bienvenu à l'époque actuelle. Nous avons de nombreux débats qui ont eu lieu depuis pas mal d'années avec le public dans le domaine du développement de nouveaux projets industriels. Ça a été le cas pour le projet CAP 2020, ça a été le cas pour les projets du territoire dans le cadre des États généraux pour l'emploi local. Eh bien, nous allons continuer ce débat et faire en sorte que nous sensibilisions la population de plus en plus, qu'il n'y ait sûrement pas et jamais dans l'esprit du public un choix qui serait un dilemme qui consisterait à dire « j'accepte quelque chose qui est de la pollution en général contre de l'emploi ». Cette équation ne peut plus être posée comme ça aujourd'hui. L'équation que nous posons est la suivante, et elle engage, je le redis une dernière fois, la collectivité, l'ensemble des pouvoirs publics, les citoyens eux-mêmes et les entreprises, pour dire « nous travaillons à quelque chose qui soit un nouveau modèle de conversion et dans lequel chacun trouvera sa place et de l'emploi. Je suis là pour ça en particulier. » Voilà. Je vous remercie d'avoir été assez patient pour m'entendre et je vais maintenant passer la parole pour la suite. Je vous souhaite une belle journée. C'est bon. Alors je vais vous le dire, ça marche? Ça fonctionne? Je vais vous le dire honnêtement, ce matin je suis arrivée pour assister. C'était Xavier Bertrand qui devait prendre la parole. Donc je ne vais pas la jouer, je sais tout, c'est faux. J'ai un avantage, c'est que je suis conseillère régionale et que je fais partie du conseil d'administration de l'ICID. Mais tout récemment, de l'ULCO, j'ai assisté hier à un CA. Je dois vous adresser évidemment les excuses de Xavier Bertrand, que j'ai l'honneur donc de représenter aujourd'hui ici. Je ne vais donc pas faire, comme M. Frémont l'a fait si brillamment, un exposé sur tout ce qui concerne la transition énergétique. Je vais simplement rappeler quelques petites bases. Nous avons évidemment besoin de progresser dans la recherche et vous êtes en première ligne, c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes ici aujourd'hui. D'après la Banque mondiale, 140 millions de personnes pourraient migrer à l'intérieur de leur propre pays d'ici 2050. Mais on peut encore, si on prend les bonnes mesures, si les recherches sont faites, on peut encore baisser ce chiffre à 100 millions. Et c'est vous qui serez en charge de cela dans quelques années. Jean-Yves Frémont a parlé de tout ce que nous faisions sur Dunkerque, de tout ce que la ville et le Grand Port Maritime fait pour Dunkerque. Je fais aussi partie du conseil de développement du Grand Port. J'y viens régulièrement. C'est vrai que j'ai assisté, j'irai à l'anecdote de l'histoire du branchement électrique pour Dunkerque. Ça s'est passé en région lors d'un petit déjeuner avec Xavier Bertrand. Et il y avait Gérard Mullier qui était présent, qui avait visité un bateau et qui avait dit « Moi, je ne vous donne pas le trafic sur ces bateaux. Si vous ne m'arrangez pas quelque chose, je suis en train de crever parce que je n'arrive pas à respirer sur ce bateau. Moteur constamment allumé. » Et il était venu dire « Si vous me trouvez une solution, vous aurez les trafics. » Et la solution, ça a été le branchement électrique qui a été proposé par le port de Dunkerque. Et c'est une réussite, et c'est une première européenne, on l'a souligné tout à l'heure. Nous sommes ici, Jean-Yves l'a rappelé, à Dunkerque, et nous devons travailler sur le trait de côte. On sait à quel point il est fragile, on sait à quel point ce trait de côte est fragile aussi partout, jusqu'au Pas-de-Calais. On a travaillé sur Dunkerque, je vous le rappelle, à réensabler complètement la plage. Et ce qui fait que nous avons acquis, je dirais, quelques années de répit, mais il faudra tout le temps
revenir dessus et tout le temps se battre contre les éléments. Jusqu'à quand? Je ne saurais vous le dire. Il y a aussi, au niveau de la région, une implication forte pour cette transition énergétique. La région soutient l'éclosion de projets innovants pour accélérer cette transition et proposer des alternatives plus propres aux énergies fossiles, que ce soit dans les transports, l'agriculture, l'industrie. Tous les secteurs sont concernés. On travaille beaucoup sur la méthanisation, la chaudière à bois, le bus électrique, dans l'Oise par exemple, depuis 2019, à Beauvais. Dans le Pas-de-Calais, à Houdain, première station française de bus 100% hydrogène, qui carbure à l'eau, sur la ligne Auchel-Bruay-la-Bussière. On a une possibilité de travail avec les fonds européens de développement régional, par le FEDER, les accompagnements à l'installation de systèmes photovoltaïques. Ce sont des accompagnements aussi bien techniques que financiers. La région accompagne les collectivités territoriales, les entreprises ou les associations dans leurs projets de transition énergétique grâce au Fonds régional d'amplification de la troisième révolution industrielle, plus communément appelé FRATRI. Le Dunkerque est le 3e port de France. D'après les chiffres de 2019, il représentait 53 millions de tonnes, plus 3% dans l'année, dont plus 22% de trafic de conteneurs. C'est donc un enjeu important, et on en a parlé, de pollution qu'il faut traiter et que le port maritime a pris, je pense, en main. Madame Mastroni a dit, je pense l'année dernière, qu'une intelligence collective pour faire réussir la transition, qu'il fallait une intelligence collective pour faire réussir la transition énergétique. Et vous, vous êtes là et vous êtes l'avenir. Je dirais, pour conclure, que d'un effet papillon, on passe à un effet colibri, colibri où chacun fait sa part. Je vous remercie.